À la une de l'actualité, au Gabon, le président Ali Bongo a reconduit ce jeudi son premier ministre après la démission du gouvernement. De retour des États-Unis où il a rencontré le président Donald Trump, le président nigérien Muhammadu Buhari a fait escale à Londres. Et puis au Sénégal, la Biennale de Dakar, rendez-vous majeur de l'art africain contemporain, a ouvert ses portes ce jeudi en présence du président Macky Sall. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par un carnet noir au Mozambique. Le chef historique de la guérilla, puis de l'opposition, est décédé ce jeudi à l'âge de 65 ans. Afonso Dhlakama aurait succombé à une crise cardiaque. Pendant 39 ans, il a dirigé la RENAMO, entendez Résistance nationale mozambicaine, une rébellion qui a combattu le parti au pouvoir jusqu'à la fin de la guerre civile mozambicaine en 1992, avant de devenir un parti d'opposition. Pendant la guerre civile, son mouvement qu'il dirige d'une main de fer se rend coupable de terribles atrocités, mais la RENAMO signe finalement les accords de paix d'octobre 1992 à Rome et l'ex-rébellion, qui garde le même nom, se transforme progressivement en parti politique. Le décès d'Afonso Dhlakama intervient à un moment crucial pour le Mozambique. En effet, en tant que chef de l'opposition, il était en pourparlers de paix avec le président Filipe Nyusi. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé est reconduit dans ses fonctions, et ce, 2 jours après avoir présenté la démission de son gouvernement à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre gabonais Emmanuel Issoze Ngondé a été reconduit ce jeudi dans ses fonctions. Il avait annoncé la démission de son gouvernement au lendemain de la décision surprise de la Cour constitutionnelle d'ordonner la dissolution de l'Assemblée nationale. Il revient désormais à Emmanuel Issoze Ngondé de former un nouveau gouvernement, probablement ce vendredi. Pour rappel, la Cour constitutionnelle accusait le gouvernement de n'avoir pas rempli ses obligations d'organiser des élections législatives au plus tard le 30 avril dernier. Mais selon la présidence gabonaise, ces élections avaient été reportées à 2 reprises depuis décembre 2016 parce que les conditions n'étaient pas réunies. L'une de ces conditions était la mise en place d'un centre gabonais des élections qui a finalement prêté serment mercredi dernier. Le centre gabonais des élections remplace l'ancienne commission électorale nationale autonome et permanente qui avait validé en 2016 la réélection du président Ali Bongo, contestée par l'opposition. Il revient donc au centre gabonais des élections, composé de représentants de la majorité au pouvoir et de l'opposition, de déterminer la date des prochaines élections législatives. Mais en attendant une nouvelle assemblée, le Sénat prend le relais et le Premier ministre et son nouveau gouvernement seront responsables devant le seul président de la République, conformément à une nouvelle constitution votée en janvier. Le président soudanais Omar El-Béchir a ordonné la fermeture de 13 missions diplomatiques à l'étranger et une réduction d'effectifs au sein du ministère des Affaires étrangères à Khartoum. Cette décision intervient sur fond de grave crise économique. Cette mesure intervient 2 semaines après le limogeage du chef de la diplomatie, Ibrahim Gandour, qui avait dit que des diplomates en poste à l'étranger n'étaient pas payés depuis des mois. Omar El-Béchir a publié un décret ordonnant la fermeture de 13 missions diplomatiques, a indiqué l'agence SUNA, qui n'a pas précisé de quelle mission il s'agissait. Il a aussi ordonné de limiter à 1 personne le personnel diplomatique dans cette autre mission et de réduire de 20% le nombre d'employés administratifs dans toutes les autres missions diplomatiques, selon l'agence. Il a été également décidé de supprimer complètement le personnel administratif au siège du ministère à Khartoum, où les diplomates seront désormais chargés des tâches administratives. Le décret ne précise pas le nombre total de postes qui seront affectés par ces coupures budgétaires. Les décisions ont été prises de façon à faire des économies vu la situation économique, indique SUNA. Ibrahim Gandour avait été le premier responsable à dépeindre la grave situation affectant le ministère des Affaires étrangères, disant que nombre de diplomates à l'étranger voulaient rentrer au pays, faute d'être payés. Il avait été limogé le lendemain et son successeur n'a pas encore été nommé. Ibrahim Gandour avait été l'artisan de la levée en octobre 2017 des sanctions
sanctions économiques imposées au Soudan depuis 20 ans par Washington. Bien que les autorités aient tablé sur un redressement du cours de la monnaie nationale, après cette décision, elle n'a fait que baisser. En effet, les banques étrangères restent frileuses vis-à-vis du Soudan, de même que les investisseurs étrangers, les États-Unis ayant gardé le pays sur la liste des pays sponsors du terrorisme malgré la levée des sanctions. La Banque mondiale avait suggéré de lever les restrictions entre les marchés de change officiels et parallèles afin de donner un coup de fouet à l'économie. Elle prône également de vastes réformes économiques. Outre les sanctions, l'économie soudanaise a subi un coup dur avec la sécession du Soudan du Sud en 2011 qui l'a amputé de la plus grande partie de ses revenus pétroliers. De retour des États-Unis, le président nigérien Muhammadu Buhari a fait une escale technique à Londres. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce jeudi son porte-parole qui dément les rumeurs alarmistes sur son état de santé. Les détails. Après avoir rencontré le président américain Donald Trump à Washington, le président nigérien Muhammadu Buhari a fait une escale technique à Londres. Démentant les rumeurs alarmantes sur son état de santé, le porte-parole de la présidence Garba Shehu a assuré que l'escale technique est due au fait que le voyage entre Washington et Abuja doit se faire en 2 temps. Ancien général âgé de 75 ans, Muhammadu Buhari a passé plusieurs mois dans la capitale britannique l'année dernière pour être soigné pour une maladie dont la nature n'a pas été dévoilée, soulevant de nombreuses inquiétudes sur son aptitude à gouverner. Récemment, le chef de l'État a annoncé son intention de briguer un second mandat en 2019, et ce, tout en défiant les appels pressants de plusieurs poids lourds de la politique nigériane, l'invitant à se retirer en faveur d'un candidat plus jeune et plus dynamique. Ce journal se poursuit. Enlèvement de l'infirmière allemande travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge dans un complexe de Mogadiscio, la capitale somalienne. Le ministre allemand des Affaires étrangères refuse de commenter les faits. Des hommes en armes ont kidnappé dans un ensemble résidentiel de Mogadiscio, en Somalie, mercredi soir, une infirmière allemande du Comité international de la Croix-Rouge. Selon les premiers éléments de l'enquête, les auteurs de cet enlèvement ont opéré dans les locaux de l'organisation avec des complicités internes. Le CICR a indiqué être en contact avec les autorités pour essayer d'obtenir sa libération. Elle a été enlevée par des gardes de sécurité du CICR à Mogadiscio. Le nom du ravisseur est Mohamed Alas et il était l'un des gardes de sécurité de l'immeuble du CICR à Mogadiscio. Nous demandons tout particulièrement à la famille du kidnappeur de travailler avec les agences de sécurité et de communiquer l'endroit où se trouve leur fils. Comme vous le savez, le gouvernement fédéral, pour des raisons de protection de la vie privée, ne fait pas de commentaires sur les cas d'otages. Permettez-moi toutefois de souligner que j'ai un profond respect pour toutes les personnes, en particulier les Allemands qui travaillent à l'étranger pour aider les autres en risquant leur propre vie. Cet enlèvement constitue la deuxième attaque en moins de 2 semaines contre un employé du CICR. Abdulhafid Youssouf Ibrahim, un Somalien qui travaillait pour l'organisation depuis 5 mois, a été tué le 25 mars dans l'explosion d'un engin piégé placé sous son véhicule alors qu'il quittait les locaux du CICR. En Tunisie, les jeunes manquent de confiance en leurs élus locaux et autres politiciens. Pourtant, ils ne demandent pas grand-chose. Juste des rues propres, des transports publics fonctionnels ou encore une aire de jeu. Élection municipale du 6 mai en Tunisie. La plupart des citoyens du pays disent douter de la capacité de leurs futurs élus locaux à répondre à leurs attentes. Il s'agit des premières élections de l'après-révolution pourtant, et un tiers des électeurs ainsi que la majorité des candidats ont moins de 36 ans. Une situation que favorise la loi car prévoyant un quota de 3 jeunes par liste. Cette jeunesse tunisienne qui a chassé du pouvoir Zine El Abidine Ben Ali en 2011 apparaît 7 années et demie plus tard largement démobilisée. On aimerait voter pour le bien de notre pays, mais je ne sais pas comment choisir.
Pour l'élection présidentielle, c'est clair. Un président pour 3, 4 non, peut-être plus. Mais pour les élections municipales, je ne connais pas le nombre de candidats qui se présentent. Je ne connais pas les noms ni les listes. Je n'ai aucune idée en ce qui concerne ces élections municipales. Le processus démocratique n'est pas tout à fait en place encore. Il y a encore un long chemin à faire. Et donc je me dis, si on baisse les bras là, en plein milieu, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'apprendre la démocratie participative et justement, il faut participer à cette instauration de cette dite démocratie. Désenchanté face au manque d'amélioration et méfiant envers une classe politique qualifiée par certains jeunes de vieux éléphants, nombreux sont les jeunes disant qu'ils n'iront pas voter pour ce scrutin, pourtant crucial, dans le but d'ancrer la démocratie à l'échelon local. Et puis au Sénégal, la 13e édition du Dakar, la Biennale d'art contemporain africain, s'est ouverte dans la capitale. Cette édition qui accueille plus d'une centaine d'artistes venus de tous les continents va se dérouler du 5 mai au 2 juin. Organisée tous les 2 ans au Sénégal, la 13e édition du Dakar, une des plus importantes manifestations de l'art africain contemporain, a été lancée ce jeudi. La cérémonie officielle marquant l'ouverture du Dakar 2018 a été présidée par le président sénégalais au Grand Théâtre de Dakar. Oui, faisons de Dakar 2018 cette capitale de réflexion stratégique et de développement des productions artistiques du continent. Je dirais, amorçons ensemble un nouveau tournant de notre histoire. La visibilité de la création contemporaine africaine s'est améliorée au regard d'indicateurs comme le chiffre d'affaires, le prix moyen d'une œuvre, le nombre d'expositions, le niveau de reconnaissance. Je décide de porter maintenant la subvention, non pas de 500 millions à chaque biennale, mais de 500 millions par an, ce qui vous fait 1 milliard pour la biennale. Cette 13e édition du Dakar rassemblera plusieurs centaines d'artistes et professionnels des arts durant un mois. Le festival, qui se tient jusqu'au 2 juin prochain, sera ponctué de rencontres et d'échanges sur le thème de l'art contemporain africain, de manifestations pour la jeunesse et d'un nombre incalculable de vernissages. L'exposition internationale Une nouvelle humanité accueillera des œuvres de 75 artistes venus de 33 pays. Elle a pour thème L'heure rouge, expression tirée d'une pièce d'Aimé Césaire, et Les chiens se taisaient qui parlent d'émancipation et de liberté. La Tunisie et le Rwanda sont les pays invités d'honneur du festival IN de cette édition 2018. Le festival OFF accueillera pour sa part quelques 300 événements dans de nombreux lieux de Dakar et sur l'ensemble du pays. L'édition 2018 sera l'occasion d'un hommage à l'une des grandes figures du Sénégal dans le domaine de l'art, le sculpteur Ousmane Sow, décédé à l'âge de 81 ans en décembre 2016. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.